C'est quoi derrière? C'est un écran là? C'est un Ouais, écran et qui te permet de mettre le fond que tu veux? exactement, c'est un écran dans lequel je mets ce que je veux et là, tu vois, j'ai, un appartement un peu futuriste pour notre interview. Magnifique. Bonjour Parisien. Emmanuel Grégoire, Bonjour. comment vas-tu? Ça va très bien. Je suis très heureux de te recevoir. Il paraît que j'ai en face de moi le nouveau maire de Paris. J'espère, oui. C'est vrai? J'espère, oui, je crois que c'est possible. Faut après attendre les élections. C'est un moment démocratique, donc par principe, on n'est jamais sûr de gagner. T'espères à quel point? Parce que beaucoup te voient comme le nouveau maire de Paris. Moi, on m'a dit, je te le dis, hein, des personnes tierces, hein, bien sûr, m'ont dit: «Ah, mais tu te rends compte? Tu vas recevoir le nouveau maire de Paris. C'est sûr, c'est lui qui va gagner, c'est l'héritier d'Anne Hidalgo». Mmh. Et non, c'est pas sûr d'abord et puis il faut que les gens aillent voter en conviction, et deuxièmement, je me suis préparé depuis très longtemps à ça. Ça fait des années et des années que je m'y prépare et pour le dire en confiance, je me sens prêt, non pas à être Oui, élu, mais à être maire. Je me sens prêt à faire des choses, je sais ce que je veux faire. On passe beaucoup de temps dans la campagne d'ailleurs à expliquer le oui. projet, le sens de l'action qu'on veut mener, mais c'est l'aboutissement d'années et d'années de travail. Je me Je me sens doute à la fois et serein et prêt. et tu te sens légitime. Oui, je me sens légitime. Après, la légitimité, il y a qu'un moyen de l'avoir, c'est le vote. Bien sûr, mais tu pourrais avoir, par exemple, le syndrome de l'imposteur, c'est-à-dire te dire: «OK, waouh, j'en suis arrivé là». Tu sais, regarder en arrière parce que les années, on les voit pas filer en vrai. Non, le syndrome de l'imposteur, je pense qu'on l'a toujours un peu, et je pense que c'est mieux de l'avoir ainsi, parce que ça oblige en permanence à se poser des questions. Oui, quand je regarde ma vie passée, je me dis: «Waouh, comment j'ai fait pour en arriver là?» C'est aussi l'aboutissement d'années de travail acharné, parce que je suis un très, très gros travailleur. Mais voilà, et puis quand on se compare, on se rassure, donc voilà. Et puis tu es en tête quand même dans les sondages. Ouais, les tendances sont bonnes, comme on dit. C'est galvanisant. Disons que c'est un travail, une campagne qui est assez éreintante, parce que c'est beaucoup d'engagement et donc c'est toujours mieux sur le plan, psychologique, Oui, que ce soit sur des bonnes tendances plutôt que le sentiment que ça fonctionne pas et je le sais parce que dans ma vie, j'ai mené des campagnes plus difficiles que d'autres. oui. Celle-là se passe bien et j'en suis, très heureux. Ça nous donne beaucoup d'énergie, ça, c'est sûr. Bah, soyons honnêtes, si les sondages sont représentatifs des votes futurs, tu es maire de Paris aujourd'hui. Et je suis celui qui est le mieux placé, oui. Voilà. Bon, Emmanuel Grégoire, t'es député du Parti socialiste et candidat à la mairie de Paris, ça bien sûr, on l'a compris. Toi, tu visualises un Paris comme une écriture. Tu dis, écrivons le Paris de demain. On va parler de ce que tu proposes pour Paris, mais je trouve que c'est très participatif parce que t'englobes en fait les Parisiens. Tu veux écrire une histoire avec eux. Ça, on en parlera dans quelques instants. Dans un premier temps, j'aimerais que tu me dises, et je le dis souvent en interview avec une personnalité politique, en enlevant le masque de l'homme politique, euh, comment tu te vois? Comment t'es perçu d'après toi? Quels sont les qualificatifs qui sont utilisés pour te décrire? Il y a ceux que je connais, qu'on me renvoie dans la lecture des journaux, qui sont pas exactement ce que je suis. Ce qu'on me renvoie, c'est quelqu'un d'assez rigoureux, d'assez travailleur, connaissant très bien ses dossiers, et ça me flatte parce que j'y consacre beaucoup de temps. Mais c'est vrai que parfois, on me renvoie une image un peu terne, qui est un peu éloignée de ce que je suis intimement. Intimement, je suis quelqu'un d'hyper joyeux, d'hyper rigolard, d'hyper simple. J'ai même un côté populo que j'assume, dans mes loisirs, dans ma façon, dans ma relation aux autres, dans ce que j'aime faire dans la vie à titre privé. Et parfois, je me dis que mon image publique n'est pas exactement, ce que je suis profondément, mais c'est assez courant chez les personnalités politiques. Oui, j'ai remarqué que c'était très courant. C'est pour ça que je voulais te faire réagir aux Mmh. qualificatifs que j'ai trouvés dans différents Ouais. articles, dans la presse, comme on dit. Donc, loyal, Oui, oui, travailleur, oui. discret, Non. froid, Oui, lisse, non. peu charismatique. Je trouve ça sévère. Après, c'est vrai que ça dépend ce qu'on appelle le charisme. Moi, j'ai une capacité, de leadership qui est d'emmener les gens. Je suis pas un tyran ni une inspiration, on va dire verticale. Moi, l'une de mes principales qualités, c'est que je fais confiance à l'intelligence du collectif et que je sais embarquer les gens. Et je considère qu'on est toujours plus intelligent, à plusieurs que tout seul. Et je ne crois pas que c'est être lisse, je ne crois pas que c'est être discret, je crois que c'est au contraire une force de leadership et une force, pour, engager un collectif qui est assez centrale. Ce qui est perçu comme de la discrétion, est-ce que tu penses que ça peut venir
d'une forme de timidité? T'étais comment quand t'étais gamin? J'étais très timide quand j'étais gamin et oui, j'ai une espèce c'est pas une timidité parce que je suis pas du tout timide, mais j'ai une espèce de pudeur. J'ai une pudeur à parler de moi, d'abord parce que je trouve pas ça très intéressant ou pas, au point de le mettre, en avant. C'est aussi une mesure de protection parce que, le coût de la vie politique, c'est aussi beaucoup de sacrifices sur la vie personnelle et j'essaie de me protéger moi-même et aussi de protéger mes proches de cette pression-là. Je suis pas timide. Je suis quelqu'un, qui, n'attache pas une importance essentielle à l'autorité que je dégage tout seul, mais plutôt à l'autorité que je dégage par ma capacité à emmener tout le monde dans la même direction, à écouter, à convaincre, à m'amender moi-même quand je pense avoir raison et que finalement après je change d'avis. Et j'allais dire qu'en politique, c'est l'une des qualités qui est pour moi, hein, de mon point de vue, assez essentielle. Je pense que le leadership est un leadership d'équipe et pas un leadership de personnalité. Est-ce que tu dois aussi toutes ces caractéristiques à l'éducation que tu as reçue quand tu étais, enfant? Oui, oui, en partie. J'ai vécu dans des familles, très aimantes, très, présentes, mais qui se sont beaucoup fait la guerre parce que les gardes d'enfants, les machins, mes parents se sont séparés très, très tôt. Et ma pudeur ou ma discrétion sont très liées aussi à une mesure de protection. Oui, Il faut, voilà, c'est arriver à surnager ou à survivre, dans un monde qui est parfois hostile et on donc, observe, on se tait. on se tait, on écoute d'abord et après on agit. Mais c'est aussi un truc que m'a apporté la vie professionnelle, pas seulement la vie politique d'ailleurs, parce que j'ai eu d'autres vies professionnelles avant la politique. C'est qu'on peut s'émanciper, on peut grandir et puis on peut s'affirmer, ce qui est pas naturel chez chacun, d'entre nous. Toi, tu as grandi quand tu étais gamin avec une famille recomposée? Oui, 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 mes parents se sont séparés, j'étais très, très jeune. Avec les grandeurs et les problèmes qui vont avec, donc voilà et donc oui, ça a beaucoup forgé mon caractère sur le fait de il faut se protéger. Il faut se protéger et éviter de tomber dans les conflits. J'ai toujours une aversion au conflit, oui, j'essaye, plutôt par le dialogue, par l'écoute, de faire en sorte qu'il y ait moins d'animosité dans les rapports aux autres. Ouais, Et tu es papa, ouais, tu as 3 enfants ouais, issus d'une première union ouais. et tu as refait ta vie, mais j'aime pas cette expression d'ailleurs, Mmh. tu peux me dire ce que tu en penses? Refaire sa vie, est-ce que c'est vraiment refaire sa vie Non, j'ai une voilà, avec une femme qui a 2 enfants? avec une femme, donc on en a 5 aujourd'hui, Une tribu, comme tu une dis. grande tribu, alors qui ont des âges très différents, hein, puisque le grand a 20 ans, ma fille a 16 ans, mon fils 14, 12 et 9. Et donc ils s'entendent merveilleusement bien avec les joies, et les défis qui sont ceux des familles qui se réorganisent. D'abord dire que c'est devenu un modèle de famille, très classique d'une certaine Oui. manière, et que je crois la société vit de mieux en mieux avec ça et c'est heureux parce que c'est d'abord un moyen de protéger les enfants et de découvrir que, ce qui est important dans la vie, c'est pas les amours de sang, c'est les amours du cœur, c'est les amours, qu'on se construit et qu'on fait grandir ensemble. C'est quoi le plus grand défi? C'est quoi ton plus grand défi dans une famille, recomposée, dans ta famille recomposée, dans ta tribu, comme tu le dis? Est-ce que c'est d'être un père? Est-ce que c'est d'être un beau-père? C'est les 2. D'abord, moi, mon sujet à moi, c'est d'être un père, et quand je dis un père, c'est pas, je parle pas de mes enfants, je parle des enfants tout court. C'est d'être un père tout court, c'est-à-dire d'être là. Les personnalités politiques, c'est valable pour les hommes, mais pour les femmes aussi. C'est peut-être encore plus dur pour les femmes d'ailleurs, mais on vit dans une culpabilité permanente, qui est celle de l'absence, qui est celle, parfois de la tristesse des années qui filent et des moments perdus, et donc on essaie de le compenser, parfois par un surinvestissement, parfois par un peu de dilettantisme ou on a beaucoup de mal à exprimer l'autorité parce que, on a tellement de choses à compenser avec ses enfants. Moi j'ai voilà c'est devenir père a été le plus beau moment de ma vie T'avais et quel âge? j'avais 26 ans. Le devenir père a été le plus beau moment de ma vie et de toutes les belles expériences que j'ai vécues dans ma vie, celle d'être père, est de loin la plus enthousiasmante, la plus magique. Comment concilier justement le poids des responsabilités? C'est une sacrée responsabilité, vouloir devenir maire de Paris, pardon, maître de Paris. Maître de Paris, pas encore. En tout cas, maire de Paris, mais même député. D'ailleurs, c'est pas pour rien qu'on dit de toi, de vous, vous êtes des responsables politiques. Vous façonnez la vie des Français, Oui, alors mais en d'abord, même temps celle de tes enfants en tant que ouais, père. il y a 2 choses différentes. Il y a d'abord, le temps qu'on a pour soi et pour les siens.
Et en réalité, il n'y a pas que la politique qui impose des sacrifices très lourds. Il se trouve que dans ma vie, j'ai connu plein de personnes qui sont soit chefs d'entreprise, artisans, chauffeurs poids lourds, médecins, militaires, etc., qui imposent à leur famille des contraintes de vie immenses en termes de temps disponible à leur côté, etc. Chacun trouve ses équilibres comme il le peut. Mais je pense que l'une des conditions essentielles, c'est que dans les rares moments qui nous restent, il faut savoir se créer sa bulle, ce que j'appelle ma grotte. Mmh. Savoir retrouver sa grotte et y consacrer du temps et être disponible. Le sujet de la politique, c'est qu'elle cannibalise même les temps de respiration. C'est-à-dire que c'est tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et oui, on t'appelle le dimanche, il faut que tu sois Tout le disponible. temps. On m'appelle 25 fois le dimanche, c'est pas une fois. Le Louvre est cambriolé, il faut que tu sois disponible. Oui, alors voilà, on a tous des niveaux de responsabilité qui nous engagent sur une succession de petits événements qui nous sursollicitent en permanence. Mais quand on veut faire les efforts, on sait les faire et on sait trouver le temps, d'abord un peu pour soi aussi, et moi, le temps pour moi que j'aime, c'est celui que je passe avec ma famille. Est-ce que tu as réussi justement à te poser un cadre, à fabriquer ton propre cadre, ton propre cocon, tes propres règles en dehors de toutes ces responsabilités politiques? Oui, l'un des moyens d'arriver à compenser ou à structurer, c'est de se créer ses repères familiaux et d'essayer de s'y tenir. Moi, j'ai l'habitude de rentrer plus tôt le mercredi et le jeudi, par exemple, et d'essayer de préserver une soirée de week-end pour un moment collectif, les plus simples et les plus agréables possibles. L'honnêteté m'oblige à vous dire que c'est jamais assez. Tu vois, je pourrais t'avouer que chaque jour, je me dis que j'ai pas passé assez de temps avec mes enfants et qu'ils filent et que ça me manque. Ma seule réassurance, c'est de voir que je les crois plutôt heureux et qu'ils vont bien. Toi, tu as des frères et sœurs? Ouais, j'ai beaucoup de frères et sœurs, ouais. Vous êtes combien? Alors moi, c'est famille recomposée, fait que j'ai plein. J'avais un petit frère, il est décédé il y a peu, et des frères et sœurs, et on s'entend tous extrêmement bien. Et c'est très précieux ça. En tout, vous êtes combien? En tout, moi j'en ai 6 de mon papa, on est 6 de Ouais, mon papa, et j'ai un autre petit frère de ma maman. d'accord. Ton frère qui est décédé, c'était en 2025. Non, c'était il y a. Oui, pardon, excuse-moi, oui, c'était en novembre 2025, C'était hier en vrai. il y a 2 mois, oui. Tu étais proche de lui? Très proche, oui. Très proche de lui. Comment tu trouves le courage de continuer dans les missions qui te sont confiées, dans ces responsabilités, dans ces ambitions pour les Parisiens, les Français, face à une épreuve comme celle-là? Écoute, c'était un drame terrible, un drame familial terrible, puisqu'il s'est donné la mort. Euh, D'abord, c'est irréel. Je ne peux pas dire autre chose que cela, et donc on enchaîne les heures en gérant tout ce qui va avec, de façon évidemment très, très pesante, très lourde. D'abord, c'est un moment où, quand on a cette chance, le cocon familial se resserre les coudes de Oui. façon extrêmement puissante. Et puis, je ne sais pas si c'est un défaut ou une qualité, mais quand je ne vais pas bien, je travaille plus encore et ça va mieux. Voilà. Et donc, Mmh. me suis surinvesti dans la campagne, mais sans doute je l'aurais fait si ça n'avait pas été la campagne, je me serais surinvesti. Notre famille a été très soudée, on s'est épaulés les uns les autres. L'équipe de campagne a été très, très présente aussi. Et puis après, des drames dans la vie, on en connaît toutes et tous. Ils n'ont pas toutes la même portée symbolique, évidemment. Là, Oui. c'était particulièrement dur. Mais on avance et on se dit qu'on s'aime. Tu te noies un petit peu aussi quelque part dans le travail parce que ça te permet de pas y penser? Oui, j'ai une relation un peu compulsive au travail. C'est-à-dire, c'est pour moi je sais que j'ai un surinvestissement dans le travail que j'ai toujours eu, toujours, quand j'étais petit déjà, etc., qui est un moyen sans doute de me soulager d'angoisse. Ouais. Le travail est un moyen pour moi de stabiliser, d'équilibrer ma vie. Alors parfois au détriment de certaines choses, peut-être même parfois de l'essentiel, mais c'est mon équilibre à moi. Et je l'ai mis au service de ma vie professionnelle avant, et je l'ai mis au service de mes mandats aujourd'hui. Et les gens qui me connaissent bien dans mes fonctions d'élu savent que j'y dégage une obsession totale, totale de disponibilité, d'engagement, d'essayer de résoudre les Oui. problèmes qui sont face à moi. C'est mon moyen à moi de me sentir utile et de trouver mon propre équilibre. Les angoisses, c'est souvent, irrationnel, alors que le Mmh. travail l'est beaucoup plus. Donc quelque part, tu t'es fabriqué un cadre Ouais, que tu maîtrises, exactement. que tu structures.
et qui rassure. Exactement. Et Et quand j'arrête de travailler, assez vite, ça va moins bien. oui, et puis peut-être qu'aujourd'hui, bah, c'est encore plus exacerbé avec cette épreuve que tu traverses. Si tu l'acceptes, j'aimerais bien qu'on s'arrête sur la santé mentale. Ouais. Et la santé mentale, même des hommes, parce qu'il y a un gros tabou. Il y a un gros tabou autour de la santé mentale masculine, parce qu'on évolue quand même, hein, même s'il y a un peu du mieux, je trouve, dans une société où euh, c'est un signe de faiblesse en étant un homme que de dire que on a de la peine, qu'on est triste, qu'on pleure. Je sais pas ce que tu en penses. Écoute, oui, alors moi je suis quelqu'un qui est assez émotif. Je suis très Ouais. émotif et j'ai pas de difficulté, aucune honte à laisser parfois s'exprimer ces émotions-là. Alors, à dire vrai, je le fais beaucoup plus dans le cadre de l'intimité que jamais dans un cadre public, mais je n'éprouve pas de sentiment, entre guillemets, de confusion ou de honte à éprouver des émotions très intenses. Et d'ailleurs, pour te dire les choses, je considère que c'est un moteur très fort de mon engagement public. J'éprouve une empathie très émotive dans ma relation aux autres. Quand je vois quelqu'un qui souffre, je souffre. Quand je vois quelqu'un qui est triste, je suis triste. Quand je vois quelqu'un qui est joyeux, je suis joyeux. J'ai une espèce de relation à l'autre qui contamine beaucoup mes émotions dans un sens ou dans l'autre. Mais il est vrai que le sujet de la santé mentale est un sujet majeur, qu'il est lié à évidemment plein de choses qui viennent bousculer des enjeux de santé mentale. C'est la situation parfois de précarité Mm. économique, parfois de précarité de santé qui peut avoir des effets sur la santé mentale, etc. Et que notre société est parfois un peu dure, ou en tout cas met un peu de temps à être bienveillante, notamment quand les gens ne témoignent pas facilement de leur souffrance. Je trouve que c'est une société qui a fait des progrès. Quand les gens disent «Je crois que je vais pas bien, faites attention et aidez-moi», je crois qu'aujourd'hui, la société est beaucoup plus mature pour prendre ça en considération. Mais il y a beaucoup de gens, je l'ai observé dans ma vie professionnelle, je l'ai observé dans ma vie publique, il y a des gens qui ont du mal à dire ça, et comme ils ne le disent pas, les autres leur tendent moins la main. Et moi, je trouve qu'il n'y a rien de plus beau dans la relation aux autres que de tendre la main à ceux dont on sent qu'ils ont des fragilités, y compris quand ils peuvent être un peu méchants, violents, etc. Mm. Et c'est quelque chose sur lequel on peut incontestablement progresser, oui. Est-ce que toi, tu avais des signes pour ton frère? Je ne veux pas rentrer dans le détail, mais oui, il avait des fragilités et on éprouve, moi particulièrement, de grandes culpabilités. Voilà, après je me dis et 1000 fois on m'a dit, «Tu peux pas t'en vouloir» et cetera. Si. Mais comment t'en vouloir si la personne, elle parle pas? Ça, c'est une Non, question, mais on s'en veut parce qu'il est plus là. bien sûr, Voilà, mais c'est tout. c'est une vraie question que beaucoup se posent. Comment aider quelqu'un quand ça ne se voit pas, si ça ne se voit pas? Bah, le problème ça se voyait en vrai, ça se voyait, mais c'est difficile de tenir la main de quelqu'un pendant très, très longtemps. On a été, plusieurs à le faire, d'autres l'ont fait plus que moi, mes sœurs notamment. Voilà. Dans tous les moments de la vie, quand il y a une disparition, d'un être cher, on éprouve de la culpabilité de toute façon, que ce soit de la culpabilité de ne pas avoir su aider si on a le Mmh. sentiment qu'on aurait pu le faire, ou la simple culpabilité de l'absence et de ne pas avoir su plus profiter des moments qu'on avait avant. C'est ce que disent tout le temps les parents, Ouais, normalement, ça. ouais. Moi, ma mère, c'est ce qu'elle m'a toujours répété: «Profite tant que les gens sont vivants». Il y a des épreuves de la vie qui renvoient à ça. Oui, dont on I n'a pas c'est un conscience. mauvais conseil venant de moi, mais ouais, profitez, profitez de tout, en tout instant. Parce qu'on s'en rend pas compte tant qu'on ne le vit pas, Voilà. tant qu'on n'est pas confronté à une situation comme celle-là. Mmh. Il y a un sujet important que je voulais aborder également avec toi, Emmanuel Grégoire. Dernièrement, tu as dit, tu as déclaré: nous devons engager un combat sociétal et judiciaire total contre la criminalité, contre le sentiment d'impunité, faciliter le recueil et la parole des enfants, prévenir ce type de situation par l'accompagnement des enfants, par la formation des adultes, par la levée du sentiment d'impunité. Est-ce que ça passe uniquement par l'école, l'éducation nationale? Est-ce que ça passe uniquement par l'éducation des parents? Comment écouter plus la parole d'un enfant et apporter du Bah, crédit? Combien j'ai entendu d'enfants qui ont témoigné à l'âge adulte en disant: mais en fait, pas plus tard que la semaine dernière, une influenceuse d'une jeune femme qui disait: mais quand je l'ai dit à mon père, ce qui s'était passé dans ma propre famille, elle s'appelle Loane, elle avait fait l'île de la Tentation, son père lui a dit: oh, bah t'as pas de preuves, moi tant qu'il n'y a pas de preuves, je sais pas.
Mmh. Et ça a été terrible pour elle. Elle m'expliquait. Bah, ça l'est pour beaucoup. Disons que, moi, j'ai une attention particulière aux enfants, pas seulement pour le témoignage personnel que j'ai fait, mais, parce que ce sont les choses les plus fragiles et les plus importantes de nos vies. Pas de nos enfants, à nous, les enfants de tous et tous les enfants, en même temps. Parce que c'est notre avenir, c'est, la trace que nous laissons, pour l'avenir, et donc c'est essentiel. Et on est dans des sociétés qui, là aussi, progressent, mais qui continuent à souffrir, en dépit d'un discours officiel, de fragilité immense de recueil de la parole. Il y a une pensée qui est assez fausse, c'est de dire que parce que tout le monde aime les enfants, tout le monde spontanément va bien s'en occuper, va être, attentif, et cetera. Et on sait que c'est pas le cas et donc j'ai observé depuis longtemps, hein, c'est un sujet qui m'engage depuis longtemps, sur lequel j'ai beaucoup travaillé, qu'on continue à avoir des sociétés qui ne protègent pas assez les enfants. Et c'est, notamment une mission que je me donne comme, future maire de Paris. Je veux faire de Paris un lieu de protection des enfants, dans lequel on se dit: «Mes enfants, ils seront bien, mes enfants, ils seront protégés, mes enfants pourront s'y épanouir, pourront, y grandir», et que quand vous structurez une société dans une relation de bienveillance et de prise en compte des enfants, alors elle s'adapte à tout le monde. Ce qu'on fait de bien pour les enfants, c'est bien pour les personnes âgées. Ce qu'on fait bien pour les enfants, c'est bien pour les personnes en situation de handicap. C'est un référentiel de bienveillance et d'attention aux autres qui est pour moi vraiment, la référence à, mettre en œuvre. Et donc, il faut continuer à faire des progrès parce que, on a encore, des trous absolument béants, en matière de prévention des risques et en matière d'accompagnement des victimes. Et on a, selon de nombreuses Françaises et Français, des exemples aussi effroyables dernièrement. Quand on voit par exemple, c'est ce que je lis sur les réseaux sociaux, Mmh. Jean-Marc Morandini maintenu sur CNews alors qu'il a été condamné en cassation, donc la dernière instance pour harcèlement sexuel, des faits de Mmh. harcèlement sexuel sur mineurs, ça choque l'opinion publique. Oui, enfin, c'est absolument scandaleux. D'ailleurs, je le redis, hein, dans n'importe quel autre métier, en particulier dans la fonction publique, par exemple, l'agent en question aurait été, licencié de la fonction publique. C'est une faute morale qui est gravissime de la part du groupe Bolloré. Je dis groupe Bolloré parce que je le sais, ça suscite une incompréhension en interne, majeure, et c'est donc manifestement un choix de l'actionnaire de ne pas sanctionner, Jean-Marc Morandini. Quand on se veut, le héros de la morale publique, de la dénonciation, de la délinquance, et cetera, et qu'on maintient à l'antenne quelqu'un qui est condamné de façon définitive pour corruption de mineurs, c'est un crime, démocratique absolument majeur. Je ne le comprends pas et je le dénoncerai à chaque fois que l'occasion m'en sera donnée. Je vais te montrer une vidéo d'une influenceuse qui s'appelle Poupette Kenza, qui a été postée très récemment. Ouais, je connais Poupette Kenza, mais Ah ouais, au ouais. moment où tu la connais des réseaux? Ouais, tu raison, oui. Des Oui, je réseaux. la connais pas personnellement, Ok. mais Et cette vidéo, elle est intéressante. Tu vas comprendre pourquoi. Et en fait, je mets un pyjama et je dis, oh, c'est Néné, c'est à moi et tout. Il me dit quoi? Non, c'est pas à toi. C'est à qui ta liste? C'est à moi. C'est à qui? Pourquoi? Parce que c'est mes parties intimes. C'est tes parties intimes. Et c'est ton corps à toi? Mais si je dis, c'est à maman ça. Aussi à moi. C'est qu'à moi. Ça, c'est que à toi. Et ça, c'est à qui? À maman. C'est que à moi. Mais pourquoi? Parce que c'est nos parties intimes. Et personne n'a le droit de toucher. D'accord. Ok. Et t'as appris ça où? À l'école. Tu peux avoir un Maman, bisou? ça c'est pour faire quoi? C'est pour écraser les choses. Et t'as appris ça où? À l'école. Et ça Ouais. fait débat. C'est très clivant sur les réseaux sociaux. Énormément de parents se révoltent en disant mais je ne veux pas qu'on parle de sexualité. Ce n'est pas le rôle de l'école de parler de ça à mon enfant aussi jeune. C'est quoi ton avis, Emmanuel C'est totalement Grégoire? le rôle de l'école. C'est déjà des enseignements dont j'ai eu la chance de bénéficier quand moi j'étais petit. Les parents qui disent ça sont dans une grande confusion. Et par ailleurs, ils ont le droit de le penser, hein, bon. Mais je pense qu'ils sont dans une grande confusion sur ce qu'est le rôle de l'école et le rôle de la famille. Ça ne veut pas dire que la famille n'est pas le lieu. La famille est un excellent lieu aussi de cela. Mais il faut que ces parents-là aient quelque chose de simple en tête. C'est que l'école, elle est là pour compléter, pour suppléer et parfois corriger. Et qu'il résonne de façon simple dans une famille qui poserait problème.
et dans lequel, puisque je rappelle que beaucoup des violences sur les enfants sont des violences intrafamiliales. Précisément, le rôle de l'école, c'est d'éclairer l'enfant et peut-être même de l'accompagner, peut-être même de le sauver quand la famille n'est pas au rendez-vous. Et c'est malheureusement le cas parfois. Et donc, je ne comprends pas ce raisonnement. C'est un raisonnement qui va à l'encontre de ce qu'est la mission de l'école. La mission de l'école, c'est d'avoir une portée universelle d'éducation, y compris d'arrachement au déterminisme familial et au fait que par le hasard des choses, un enfant tombe dans une famille ou une autre. Et donc, je suis en désaccord total avec cela. Et moi, je porte l'idée que l'école est une école d'éducation, d'émancipation et de protection également, y compris parfois de protection des enfants. Je comprends que des parents qui se sentent parfaits se disent mais pourquoi l'école fait ça puisque je le fais très bien. Mais d'abord, même quand on croit le faire bien, on ne le fait pas toujours très bien. Et deuxièmement, beaucoup de parents ne le font pas très bien. J'ai une autre vidéo que j'aimerais te montrer pour pouvoir avoir ta réaction. Il s'agit d'une maman influenceuse qui s'appelle Anne Rajdi. Elle a 2 filles, 2 enfants. Je lui demandais comment elle protégeait ses enfants des prédateurs sur les réseaux sociaux parce qu'elles sont exposées beaucoup sur Snapchat et elles sont très jeunes. Voici sa réponse. Faites attention. Faites attention c'est horrible ce que je vais dire, aux papas de vos copines, aux grands frères de vos copines. Parce que ça peut être ce genre de personnes un peu bizarres qui vont essayer de... Ok, donc si vous remarquez quelque chose de bizarre, qu'on vous dit quelque chose de bizarre, vous prévenez tout de suite, papa ou maman, voilà. Voilà, faites attention aux papas de vos copines, aux frères de vos copines. Quelque part, ça met un peu tous les hommes dans le même panier. Honnêtement, ça ne me choque pas. Ça ne me choque pas, je ne l'aurais pas forcément dit avec les mêmes mots. Mais dans l'éducation des enfants, c'est les mettre en alerte sur des dangers. Et les dangers peuvent venir de partout. Ça ne veut pas dire qu'ils viendront de partout, ça veut dire qu'ils peuvent venir de partout. Et je le redis, dans les violences sexuelles sur enfants, et en particulier les violences les plus graves, l'immense majorité des cas sont des cas intrafamiliaux. C'est avec, alors, malheureusement parfois les parents eux-mêmes, mais aussi surtout des connaissances, des oncles, des tantes, etc. Et donc que cette maman-là... en parle déjà librement avec ses enfants est pour moi quelque chose d'essentiel parce que la plupart des familles n'abordent pas ce genre de sujet. Je le dis en ayant moi-même été un peu mal à l'aise sur la façon d'en parler avec ma fille. Par exemple, je sais que sa maman le fait, mais moi j'ai un peu de mal à parler aussi librement que ça avec ma fille. Et donc je pense que ce qu'a dit cette maman est un sujet d'éducation à des enjeux, à des menaces, à des dangers. Et qu'il n'y avait rien ni de... En gros... Tous les hommes ne sont pas des dangers, à l'évidence. Mais enfin, il se trouve que l'immense majorité des prédateurs sexuels et des violeurs sont des hommes. Voilà. C'est une réalité statistique. Et assez marginale pour qu'on considère que tous les hommes ne sont pas des pourris. Donc, il n'y a pas de sujet de globalisation englobant je sais pas quoi. Et je trouve que parler librement de cela avec ses enfants est d'abord une grande qualité. Et deuxièmement... je pense que là aussi, on rejoint la question d'avant. L'école est un lieu aussi où on peut le faire intelligemment. À ton niveau, Emmanuel, quel a été par quoi t'es passé psychologiquement pour parler de ce que tu as vécu toi-même 40 ans après? Est-ce que tu as douté de faire cette prise de parole? Alors, je n'avais jamais prévu d'en parler. Je ne voulais pas en parler. Je ne ressentais pas le besoin d'en parler, pour être très franc. Et je me suis posé la question longuement. J'ai parlé de cette affaire à quelques personnes et très tardivement. Il y a quelques années. J'ai attendu très longtemps avant d'en parler. Pourquoi? Je ne sais pas, par confusion, par honte, pas vraiment. Je suis même pas sûr que ce soit par honte. J'avais pas envie. Je n'avais pas envie d'en parler. J'avais un truc qui était, en gros, ça s'est passé. J'ai pas l'impression que ce soit traumatique et j'ai pas envie d'en parler. Voilà. J'en avais parlé un peu plus tard, donc il y a quelques années seulement, à des proches. Et ce qui s'est passé est très lié à la mort de mon petit frère, puisque cette interview quelques jours après son suicide. Et en fait, le hasard a fait que, et c'est la campagne un peu qui veut ça, j'ai été invité sur France Inter, dans un état psychologique assez exigeant. Et je devais parler sur le plateau des violences sexuelles dans le cadre du périscolaire qui remontent un peu partout en France. On parle beaucoup de Paris, mais en fait, c'est un sujet national. Et c'est bien heureux qu'on en parle et c'est normal et essentiel qu'on en parle. Et j'ai eu un espèce de moment de doute 2-3 jours avant de faire l'interview en me disant, moi je suis un homme public. La question de la parole publique est importante.
Je vais parler des violences faites aux enfants. Évidemment, cette partie de moi qui taisait la situation le savait. Et je me suis dit, mais à quel moment je fais semblant de ne pas en parler? Et je me suis dit un truc assez simple. Je me suis dit, si je n'en parle pas maintenant, je n'en parlerai plus jamais. Et comme c'est un sujet qui, de façon discrète, était essentiel dans mon engagement sur la protection de l'enfance depuis longtemps, qui a permis d'ailleurs à des gens qui ont travaillé avec moi sur ces sujets de comprendre pourquoi j'y mettais parfois tant de conviction, je me suis dit que c'est un sujet de crédibilité et de vérité et que je ne veux pas être un homme public qui dissimule des choses aussi importantes sur des sujets aussi importants, a fortiori quand ma parole publique, c'est de dire qu'il faut libérer la parole, c'est de dire qu'il faut que les parents parlent, qu'il faut que les victimes parlent, etc. Et donc, en accord avec l'émission en question, j'ai dit voilà, j'hésite, etc. Ils m'ont dit vous faites comme vous le souhaitez, mais si vous voulez en parler, vous pouvez en parler. J'ai dit je vais en parler parce que c'est maintenant que je dois en parler. Et je crois que dans la libération de la parole, parce que j'en ai parlé avec d'autres gens, d'abord 2 témoignages. La première, c'est que j'ai reçu des centaines de SMS suite à ce témoignage, tous extrêmement bienveillants. Mais ce qui m'a saisi, c'est que j'ai reçu au moins une quarantaine de témoignages de gens que je connais très bien, des amis ou des relations professionnelles qui m'ont dit ça m'est arrivé aussi et je n'ai rien dit. Et ils n'avaient, jusqu'à ce qu'ils m'envoient le SMS, jamais rien dit à personne. Et la deuxième chose, c'est que je ne dis pas que je suis un exemple, mais si c'est ce que je disais dans l'émission, si des gens comme moi ne parlent pas, imaginons le silence qui s'installe. Parce que moi, je le redis, j'avais des parents à l'image de la personne qu'on vient de voir, des parents extrêmement aimants, qui me posaient des questions, tout va bien, tout ça, ouais, tout va bien, etc. J'étais vraiment pas dans un milieu qui était indifférent à ces sujets-là. Et donc, je me suis dit qu'en fait, je devais parler. C'était mon devoir. Parce que comme je suis député, comme je veux être maire, comme je fais la loi, comme demain, je vais être appelé à avoir d'immenses responsabilités sur l'aide sociale à l'enfance. L'aide sociale à l'enfance, pour vous donner un exemple, pourquoi c'est important pour moi. L'aide sociale à l'enfance, c'est les enfants qui sont mis sous la protection par décision de justice ou de la police de nous tous, au détriment de leur famille. Et à Paris, nous en avons plus de 8000 en charge. 8000, il faut prendre la mesure de ce que c'est. 8000 Avec beaucoup enfants. de problèmes liés. Hein. Plein de problèmes liés. Et c'est un service public magnifique, mais qui connaît d'immenses manquements et de résultats. Et donc, et en même temps, c'est vraiment parmi les professionnels que j'ai le plus apprécié d'observer pendant des années. Mais il faut faire mieux, beaucoup mieux. Et donc, voilà, je me suis dit que la vérité en politique est quelque chose qui parfois manque et que là, je devais honorer cet engagement que j'avais envers moi-même et envers voilà, ma motivation pour être élu d'abord et pour être maire demain, c'est qu'on dit les choses. Et 2 mois après, est-ce que tu regrettes? Non, je regrette pas. Je regrette évidemment pas du tout. J'ai observé avec un peu de, je sais pas si c'est de satisfaction ou de tristesse, c'est pas lié à mon témoignage, mais il y a en ce moment un MeToo des enfants qui est intéressant au sens sociétal, parce qu'il y a des affaires qui remontent, et plus on en parle, plus elles remontent, et c'est très bien ainsi. Il y a 2 sujets. Il y a le sujet de peut-être la violence institutionnelle ou la violence physique, psychologique qui est exercée sur les enfants, qui est un sujet en soi. Et il y a le sujet de la criminalité, qui est quand même un sujet dans lequel se dégage une impunité immense, immense. Et ce n'est pas tolérable. Et donc, tout ce qui peut concourir à mettre en stress et a fortiori en accusation et ensuite en condamnation les criminels est essentiel. C'est un moyen d'abord de les aider, ces malades, parce que j'imagine, enfin je ne suis pas un spécialiste de ça, mais que c'est une forme de maladie mentale. Je pense que c'est un moyen de protéger les enfants en créant une attention collective à cette menace. Et parfois, j'ai observé dans certains secteurs qu'il y a un manque d'attention collective à cette menace qui fait que des dingos profitent de circonstances pour se laisser aller à leur tentation, à leur penchant, et que ça m'est insupportable. Ça m'est insupportable. Et tous les jours, d'une certaine manière, moi qui suis peut-être plus attentif que d'autres, et je ne veux pas faire la confusion entre des cas particuliers et des règles générales, mais l'ignominie d'un certain nombre de comportements
mérite que nous y soyons tous beaucoup plus attentifs et qu'on soit infiniment plus exigeants en matière de résultats. Après la libération de ta parole, il y a 2 mois sur France Inter, qu'est-ce qu'ils sont venus te dire, tes enfants? On n'en a pas beaucoup parlé. On en a parlé la veille, un peu dans la précipitation, et ça, c'est peut-être le seul sujet dont je me veux un peu. C'est que, comme je savais que j'allais en parler à la radio, je leur en ai parlé la veille. Et on n'en a pas beaucoup reparlé depuis, et notamment pour une raison quand j'ai évoqué avec mes enfants, c'est que après l'émission est intervenu le temps des obsèques de mon frère, etc. Donc la machine à laver de la vie quotidienne a repris son cours. Je pense que je devrais en reparler avec eux un jour, oui. Mmh. Tu sais qu'il faudra le faire, Ouais, quoi. ouais, il faudra le faire. J'ai commencé un peu. T'adores les kebabs. Ouais, j'adore les kebabs. Oui, t'adores les kebabs. Et c'est Alma Dufour, donc la députée La France Insoumise, qui a parlé des kebabs récemment. Elle a dit en quelques années, le kebab est passé de 5 à 8, 9, voire 10 euros. Pour Alma Dufour, le prix du kebab, c'est politique. Est-ce que, comme Alma Dufour, tu es indigné de la hausse du prix de la malbouffe? Parce qu'elle, Alors- elle appelle ça de la malbouffe et ça la choque que la Alors, malbouffe, les prix Elle a augmentent. complètement tort. D'abord, je savais pas du tout pour Alma Dufour, que je connais un peu parce que c'est une collègue à l'Assemblée nationale, mais je la connais pas personnellement. Je savais pas du tout en tête de ce truc-là. Pour moi, le clin d'œil du kebab, et c'était plutôt un clin d'œil à Benoît Hamon qu'à Alma Dufour. Ah, mais raconte-moi, Benoît Hamon. Mais en fait, Benoît que je connais, on a cette passion en commun. On en parle de temps en temps sous une forme de rigolade. Et je sais plus quand il avait fait une vidéo. Moi, des vidéos kebab, j'en ai déjà fait plein. C'est simplement que là, l'attention médiatique est plus importante. Mais moi, je mange beaucoup de kebab. Je mange pas que ça parce que mais j'aime beaucoup la street food. J'aime beaucoup la cuisine gastronomique française traditionnelle, les bouchons lyonnais, la cuisine de nos terroirs. Mais j'ai aussi beaucoup d'affection pour la street food internationale. On fait des choses merveilleuses, et Paris est l'un des plus beaux endroits du monde en termes de concentration de la gastronomie de toutes les cultures du monde. Elle a tort de dire que c'est de la malbouffe, le kebab. C'est pas de la malbouffe, ça peut être de la très bonne bouffe. On peut avoir des kebabs de très bonne qualité, etc. En revanche, oui, il y a une augmentation des prix, comme partout, qui est d'ailleurs une augmentation des prix des matières premières. Mais en gros, le sujet, c'est que pendant longtemps, les gens se sont détournés de la nourriture traditionnelle au profit de la malbouffe, précisément parce qu'elle était pas chère. Et l'incarnation de cela, et j'en ai été longtemps consommateur, c'est la pizza surgelée bas de gamme. Mhm. Elle est très peu chère, donc particulièrement attractive en matière de prix. Deuxièmement, elle est assez gustative puisque c'est bourré de produits, d'exhausteurs de goût Et de fromage douceur. chimique. Voilà. Et donc, en gros, tu en as pour ton argent. En termes de... mais par contre, c'est parmi les pires produits sur le plan nutritionnel, la prévention de l'obésité, etc. Et donc, l'un des enjeux majeurs sur lesquels nous on travaille, c'est de remettre ce sujet de la qualité de l'alimentation au cœur du débat public. Et deuxièmement, comment on aide les gens financièrement, en termes d'accès au commerce, etc., à renouer avec de la nourriture de qualité. D'abord, savoir faire la différence, savoir trouver des lieux où ils peuvent acheter de la nourriture de bonne qualité, pas chère. Je pourrais dire, dans une espèce de phrase sentencieuse, qu'ils réapprennent le plaisir de faire à manger eux-mêmes, comme si moi j'avais le temps de le faire moi-même. Enfin, je vais quand même le dire. Et donc, l'enjeu, c'est pas celui de la street food ou versus nourriture traditionnelle. L'enjeu, c'est celui de la qualité alimentaire et du prix de cette alimentation. Et j'en mets un deuxième qui est plus sociétal, mais qui est le rituel. Le rituel autour du repas. Et le rituel, et on peut épanouir un rituel familial autour d'un repas, peu importe qu'on mange des pignons de poulet, des spaghettis bolognaises ou une tartiflette ou un bœuf bourguignon. C'est sacraliser un petit peu ces moments familiaux. Ça fait partie aussi de la respiration personnelle dont on a toutes et tous besoin. Et avec des règles idiotes, mais c'est sans téléphone, on se parle, on s'écoute, et ça ne dure pas 3 heures, hein, parce qu'on a tous plein de choses à faire, mais remettre un peu de rituel est aussi un élément, je trouve, intéressant.
Je pense que les Parisiennes et les Parisiens qui nous écoutent vont certainement comprendre ce que je vais dire. Mais C'est très difficile aujourd'hui de se nourrir dans Paris à des prix raisonnables mmh, parce que les grands supermarchés, les très grandes surfaces, elles sont en banlieue. mmh. Donc, à Paris, il y a que des Franprix, il y a que des G20, il y a que des petites épiceries, il y a que des petits supermarchés de rue, de commerce, de quartier, et tout est beaucoup plus cher. Les gens ne peuvent pas vivre à Paris, peuvent plus vivre à Paris. Alors j'ai vu que tu voulais interdire les Airbnb. Quand je suis tombé là-dessus, je me suis dit, mais c'est pas un petit peu quand même un petit peu trop hard parce que quelqu'un qui a mis toutes ses économies dans un appartement pour pouvoir essayer de s'en sortir un petit peu plus, il pourra même pas faire ça. Alors, non, ça c'est très précis. Celui qui a un appartement et qui veut le louer sur Airbnb, il le pourra. On pourra continuer à louer son propre appartement sur Airbnb. Ça, c'est parfait. Alors là, je suis totalement d'accord avec ça. Ce qu'on ne veut pas, c'est la multiplication des meublés touristiques professionnels. C'est-à-dire pas les gens qui ont du mal à joindre les deux bouts. C'est des gens qui sont multipropriétaires d'appartements et qui louent parfois des étages entiers, des immeubles entiers de meublés touristiques. Et là, je ne conteste pas leur droit de propriétaire, mais on dit juste qu'il faut qu'ils les remettent sur le marché locatif. Tout simplement les chiffres, hein. Il y a 300 000 logements à Paris qui ne sont pas consacrés à du logement permanent. C'est un logement sur 5. Et ça, c'est un phénomène mondial qu'on observe dans toutes les villes très attractives. Ce n'est pas soutenable. Si on veut que nos villes vivent, il faut qu'il y ait des habitants qui y vivent. Mais c'est beaucoup les investissements étrangers. Oui, ben c'est bien pour ça qu'on va les réguler. C'est bien pour Mais ça les qu'on va. Parisiens qui se sont achetés un petit appartement, qui l'ont retapé, qui veulent le louer Pardon, mais ça là-dessus. en Airbnb parce que pour eux c'est un petit peu plus rentable. Oui, d'accord, c'est plus rentable pour eux, mais ça l'est pas pour la société tout entière. Et ça, j'ai bien en tête ce sujet-là. D'abord, il n'est pas si nombreux que ça, et parce qu'il y a beaucoup de multipropriétaires à Paris. Paris, il y a à peu près 70% des biens immobiliers qui appartiennent à des multipropriétaires de plus de 5 biens. C'est vraiment important, hein. Deuxième chose, on ne conteste pas leur droit à investir et à louer. Et d'ailleurs, je suis pas un spolieur, mais par contre, il faut qu'on aide à les orienter vers les choses les plus utiles pour la ville. Et les plus utiles pour la ville, c'est d'avoir des résidents permanents. Les grandes villes, demain, mourront, ou en tout cas sont beaucoup moins dynamiques et attractives, si les gens qui la font fonctionner ne peuvent pas y vivre. Et donc, je ne suis pas naïf, tout le monde ne peut pas habiter à Paris. Voilà. Mais on peut en loger beaucoup plus à Paris. Et je pense aux catégories C de la fonction publique, je pense aux infirmiers, aux policiers, aux pompiers, je pense aux salariés qui ne sont pas très bien payés dans le secteur de la restauration, dans le secteur de la culture, dans les théâtres, dans les Donc cinémas, Paris aux fonctionnaires. etc. Non, mais ce pas des fonctionnaires. Celui qui est salarié, qui est guichetier dans un cinéma, dans un théâtre, celui qui fait la plonge, celui qui fait à manger, etc. C'est en fait celui qui est salarié d'un commerce, qui est employé de base dans un bureau, etc. En fait, c'est 80% des gens, hein, c'est pas marginal, c'est 80% des gens dont on a besoin de garantir qu'une partie importante d'entre eux puisse continuer à vivre à Paris. Et ça, ce qui fait le charme de Paris, c'est ses monuments, c'est tout ça. C'est son histoire, c'est son romantisme. Mais enfin, c'est surtout la qualité de vie et l'imaginaire qui va avec. Les commerces de proximité, c'est le fait d'avoir des rues fréquentées, c'est le fait qu'on puisse flâner dans les rues, etc. Mais pour cela, il faut qu'il y ait des familles, il faut qu'il y ait des enfants, il faut qu'il y ait des étudiants et tout ce qui va avec. Et donc, là, encore une fois, le rôle de la puissance publique, c'est de réguler les excès. Et en matière de meublé touristique, nous avons des excès. C'est d'ailleurs des sujets qui nous réunissent avec d'autres villes qui n'ont rien à voir, comme Saint-Malo, Biarritz, Barcelone, où au bout d'un moment, tu te dis, mais ça suffit, quoi. On va pas se faire virer par les touristes. Et moi, j'adore les touristes, hein. Je suis assez fan, mais on a d'autres moyens d'organiser l'accueil des touristes que de passer tous par des meublés touristiques, qui par ailleurs ont un deuxième défaut. C'est de faire perdre du charme à la ville. Pourquoi ? Parce que ils sont tous équipés à peu près de la même façon, meublés de la même façon. Et donc, comme en toute chose, rien ne doit être interdit. Il faut juste de l'équilibre et de la mesure. Et en l'occurrence, le rôle de la puissance publique, c'est quand il y a de la démesure, c'est de serrer la vis et de réguler. Comment tu le prends ? Comment tu le vois, cette comparaison, quand beaucoup disent que tu es l'héritier d'Anne Hidalgo ? Emmanuel Grégoire, c'est l'héritier d'Anne Hidalgo. Non, je suis pas l'héritier d'Anne Hidalgo. D'abord, c'est joli, héritier. Alors, j'aime pas trop le mot. Comme je suis de gauche, j'aime pas trop le mot. Si c'est héritier d'un système de valeurs, oui. Si c'est l'héritier au sens de rente, ça ne me plaît pas. Et je n'aime pas ça. Moi, je suis l'héritier d'abord de la gauche, d'une histoire de la gauche. C'est mon socle de valeurs. Je suis quelqu'un de très engagé à gauche. Je suis un social-démocrate au sens où moi, je
considère toujours que pour répartir de la valeur, il faut créer de la valeur quand même, c'est mieux avant. Et donc je suis toujours très attentif aux enjeux économiques, aux Mais enjeux est-ce que ce d'attractivité. sera comme avec Anne Hidalgo, Non, avec Emmanuel Grégoire ce Ou sera alors pas qu'est-ce pareil. qui sera différent? Voilà. Est-ce que tu gardes 30 km/h? Est-ce que tu mets des arbres aussi de partout pour ajouter de la végétalisation? Il y a des choses, oui, où je répondrai oui. Donc, Anne Hidalgo, j'ai adoré travailler avec Anne, mais je ne dirai jamais de mal d'Anne, jamais. Par contre, comme elle m'a beaucoup combattu et qu'elle a tout fait pour que je ne sois pas candidat en 2026. Pourquoi? Parce qu'on est différents. On est différents, on n'a pas la même vision sur un certain nombre de choses. Ça a été, je pense, une force dans notre façon de travailler ensemble. Toi, tu l'as beaucoup soutenu Ah par oui, le passé. beaucoup, oui, beaucoup. Alors pourquoi elle te soutient pas? Parce que là, on est différents et que pendant longtemps, ça a été une complémentarité et aujourd'hui, ça a conduit à une rupture. Je le regrette, mais enfin, c'est la vie et c'est ainsi. Et par ailleurs, ça fait partie de ces chemins de formation qui donnent de l'expérience et de l'épaisseur au cuir pour affronter la suite. Mais ça doit être décevant. Moi, je me mets à ta place, ça m'aurait déçu. Si j'ai soutenu quelqu'un pendant des années Oui, et je ne suis pas soutenu au moment où j'ai besoin de cette personne, alors je croyais qu'on avait une relation de confiance, je serais déçu. Oui, écoutez, ça a été un petit moment d'insatisfaction ou d'incompréhension affective, mais c'est la vie, on passe à autre chose. Et je ne confonds pas la vie politique et la vie affective. Voilà. Ok. Donc, quelle est notre différence? Je pense qu'elle a mis Bertrand Delanoë, dont je suis très proche d'abord, Anne Hidalgo après. Il y a des grandes lignes de force auxquelles j'adhère totalement. C'est la protection de la mixité sociale de Paris, la priorité en faveur de logement, la défense du pouvoir d'achat, la défense des classes populaires et des classes moyennes. Anne a beaucoup mis l'accent sur la transition écologique de la ville et faire en sorte que cette ville soit agréable et soutenable en dépit du défi climatique qui est devant nous et du réchauffement qu'on va encaisser. Bon, les vélos et le trottinette, il y a des choses à faire. On va continuer. Oui, il y a bien sûr. Mais les gens qui jettent leurs cigarettes, leurs chewing-gum par terre, c'est interdit par la loi, il y a de l'argent à se faire. Alors exactement, il faut réguler les incivilités. Les Français, les Parisiens sont peut-être moins enclins à respecter les règles que d'autres, mais on va y arriver, ça progresse. La différence que j'ai peut-être avec Anne, elle est liée à l'obsession du quotidien. Mon obsession à moi, c'est vraiment une obsession. C'est-à-dire que quand je vois un truc qui ne va pas, je veux le faire réparer tout de suite. Quand je vois un truc qui est abîmé, j'ai envie qu'il soit beau. Quand la question de la beauté de la ville est quelque chose qui m'importe énormément. Et c'est un concept que j'embrasse dans l'ensemble des quartiers parisiens, pas seulement les plus prestigieux sur le plan touristique. Moi, je veux être le maire de l'hyper-proximité. Je pense qu'il y a une demande de disponibilité et d'efficacité. Moi, je suis quelqu'un de terrain. J'aime arpenter Paris dans tous les sens, tous les jours, quasiment depuis 15 ans, tous les jours. J'arpente cette ville dans tous les sens. Oui, il paraît que tu connais Paris comme ta poche et que tu as des anecdotes presque sur tous les arrondissements. Ouais, je connais vraiment très bien Paris, mais on ne connaît jamais très bien Paris. Et moi, l'une des merveilles de cette ville, c'est que tous les jours, j'apprends un truc. Tous les jours, je découvre un truc que je ne connaissais pas encore. C'est une ville aux millions d'anecdotes. Parce que dans cette ville, il y a quasiment chaque pavé résonne d'une anecdote historique. Chaque immeuble a une résonance historique. Et donc, il faut 1000 vies pour connaître bien Paris. Mais plus encore que Paris, parce que c'est assez banal de dire qu'on aime Paris. Tout le monde entier aime Paris. Sauf une partie de la droite. Je ne comprends pas d'ailleurs pourquoi ils font un tel bashing, qu'on ne soit pas bon, qu'on ne soit pas assez bon pour eux, qu'ils veulent faire différemment. Mais on n'est pas obligé de montrer, de salir l'image de Paris dans la mise en scène médiatique qu'on en fait dans le monde entier. Et je vois que c'est une tendance qui se développe dans plein de grandes villes du monde d'ailleurs, que parfois les oppositions s'enferment sans doute par calcul un peu cynique à faire du bashing sur le territoire qu'ils entendent incarner et défendre. Moi, les quartiers populaires, je sais qu'il y a plein de problèmes, mais je les aime. Hein. J'ai envie de les défendre, j'ai envie de les porter. Et celles qui font du bashing entre elles, alors qu'elles sont des responsables politiques, ce sont elles. Regarde Emmanuel Grégoire. Paris aux familles, un Paris plus propre, plus sûr et plus agréable à vivre. Madame Dati est dans cette attitude depuis 5 ans maintenant. Plus c'est gros, plus ça passe. Ça a failli passer, mais ça passe plus. C'est que vous vous enorgueillez dans la presse d'expliquer que vous ne vivez pas au crochet de l'argent public. Je vous mets au défi, Madame Dati, vu vos revenus déclarés, enfin ce qu'on a pu en voir notamment sur l'année 2022, je rappelle ici 2 millions d'euros, je vous mets au défi
de vivre avec l'indemnité de 4 900 € net après impôt, avec les risques de corruption, puisque vous allez être jugé pour corruption en septembre 2026, le 16 septembre 2026 très précisément. Voilà, une séquence qui a beaucoup tourné sur les réseaux sociaux, qui a même été détournée. Certains y voient des clashs de télé-réalité entre Anne Hidalgo et Rachida Dati. Emmanuel Grégoire, maire de Paris, est-ce qu'on aura droit à ça ? Non, j'espère que non. J'espère que non, parce que ça avait atteint un niveau qui n'était pas bon. Dati, ça ne me concerne pas, c'est une adversaire politique, mais c'est des scènes qui ne sont pas ce que je connais de Anne Hidalgo. C'est une femme qui a du caractère, etc. Mais c'est une femme qui mérite mieux que ça, et ce débat-là. Et c'est vrai que Dati a été très violente contre elle. Peut-être qu'on a trop cédé à la confrontation. En tout cas, je ne souhaite pas avoir avec mon opposition ce type de relation. Ça abîme la politique, je pense, de façon générale. Oui, tu trouves ? Vous en parlez entre vous quand il y a des événements comme cela ? Ça fait des années que ça dure, donc on en a beaucoup parlé. Maintenant, moi, je suis passé à autre chose. Et je le dis parce que pendant des années, c'est moi qui défendais Anne Hidalgo dans ces circonstances-là. Parce que là, je n'étais plus là. Mais dans ces circonstances-là, comme premier adjoint à ses côtés, quand Dati faisait ce type de numéro, c'était moi qui répondais à Dati. C'est une provocation, c'est fait exprès de la part de Rachida Dati ? Bien sûr, c'est une provocation. C'est une vocation dont tu es plus spécialiste que moi. C'est faire de la capsule et de faire de l'audience sur les réseaux sociaux. C'est ça. C'est les séquences TikTok. C'est des séquences TikTok. Mais comment répondre à ce type de provocation ? Qu'est-ce que tu conseilles ? Je pense qu'il faut le faire. Tu faisais ? Moi, je le ferai par l'indifférence. Là, en l'occurrence, je le ferai par l'indifférence parce que ça n'a pas de sens et on convainc personne. Et en plus, on se laisse emporter dans des expressions qui vont souvent au-delà de ce qu'on voulait exprimer. C'est un phénomène que j'ai observé à l'Assemblée nationale, puisque je connais bien le Conseil de Paris et je connais bien l'Assemblée nationale. À l'Assemblée nationale aussi, on voit à quel point les réseaux sociaux, je ne dis pas que c'est bien ou mal, parce que c'est sans doute pour le meilleur et pour le pire, comme en toute chose. Transforme le discours politique. Et de façon extrêmement précise et analysée par les spécialistes de la sémiologie, du langage, etc., en des interventions extrêmement compactes et qui perdent en cohérence. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on cherche des séquences courtes, peu importe qu'elles aient une cohérence avec ce qui suivra, c'est de multiplier les séquences courtes qui peuvent s'encapsuler et se diffuser facilement. Devenir virales. Et donc, comme toute chose, il peut y avoir des avantages à cela, celui de l'effort de la pédagogie, d'une forme de retour de la rhétorique et de sa puissance. Et l'inconvénient, c'est la facilité, le cynisme et le populisme. Emmanuel Grégoire, pour terminer cette interview chez Zira, je te propose de me dire, là, comme ça, du tac au tac, tu me réponds à quelques questions et tu me dis quel est l'arrondissement que tu recommandes le plus pour la street food. Le 10. Ah, le 10e, c'est vrai. Le 10e, le cliché, c'est arrondissement populaire, c'est ce qu'on entend. C'est un mix, c'est un merveilleux mix, le 10e. Le 10e, moi je connais, il y a plein d'autres arrondissements top pour la street food, mais dans le 10e, vous pouvez trouver à peu près la street food de tous les pays du monde à 500 mètres de diamètre, et c'est exceptionnel. L'arrondissement que tu recommandes le plus pour faire du shopping, découvrir des boutiques un petit peu insolites qu'on ne trouve pas ailleurs ? Paris-Centre. Paris-Centre. Ouais, parce que c'est entre les Halles, la rue de Rivoli, vous avez un spot qui concentre à peu près. Au grand gros, pour aller faire les courses de Noël, je vais plutôt là. Donc hôtel de ville. Ouais, plutôt hôtel de ville, Rivoli ou Halles, les Halles. Plus moi, les Halles, j'ai une relation particulière aux Halles. J'ai découvert Paris par les Halles, je venais de banlieue. Donc la première fois que je venais à Paris, c'était on allait s'encanailler à Châtelet-les-Halles, quoi. Pour se faire un bon petit resto étoilé. Alors j'y vais pas parce que c'est trop cher pour moi et j'ai une grande famille. Mais pour se faire un resto étoilé, il y en a plein. Il y a plein d'adresses, honnêtement. Je trouve qu'il y a des petits coups de cœur bistronomiques. Et pour moi, le critère qualité, là, je suis très attaché aux étoilés, évidemment, mais c'est pas forcément le critère que je regarde du tout en premier. Et le 11e. Parce que dans le 11e, c'est le lieu typique où c'est pas encore trop cher pour les commerces, pour les restos, et donc où des chefs émergents s'installent. Et un jour, ils auront 2 ou 3 étoiles, mais ils iront sans doute ailleurs. Et enfin, l'arrondissement pour se perdre et découvrir des architectures diverses, variées. Dans la diversité architecture... Allez, je vais dire le 19e alors, parce que comme ça fera de la pub pour le 19e, qui est un arrondissement merveilleux. Dans le 19e, vous avez la magie... D'abord, dans le côté secrétant, côté en rayonnement autour de Jaurès, etc., de l'architecture plutôt haussmannienne et patrimoniale. Vous avez évidemment le secteur des Buttes-Chaumont qui est exceptionnel. Vous avez la Moussaïa
qui reproduit la campagne à Paris du 20e et ces zones de petites villas merveilleuses et très privilégiées. Et puis, vous avez un tissu contemporain dans le 19e. Alors, c'est parfois un peu dur, sur lequel on investit beaucoup pour le rénover. Il y a des quartiers très modernes dans le 19e, sur le secteur Rosa Parks, sur le secteur Évangile, sur le secteur, évidemment, du canal, du bassin de la Villette. Le 19e. Pour voir un peu toute Paris d'un coup, je pense que c'est le bon endroit. Et enfin, dernière question du tac au tac. Prêt à travailler main dans la main avec Valérie Pécresse Oui. pour la région Île-de-France? Oui, il faudra. Oui, parce que c'est Il faudra. Non, mais il faudra. C'est la présidente, c'est les Parisiens, enfin c'est les grands Parisiens, les Franciliens qui choisissent. Je dois comme maire de Paris travailler avec toutes les autorités avec lesquelles je dois bien travailler, et c'est pas moi qui les choisis, c'est les électeurs, et donc je fais avec. Merci Emmanuel Grégoire. Merci à toi. Merci beaucoup. Je mets le lien cliquable de tes réseaux sociaux dans la description de cette vidéo et on se retrouve très prochainement, très bientôt avec une nouvelle personnalité politique pour des confidences chez Zira. Bye bye.